bonsoir à tous. À la une de ce journal, 12 mois de crise sociopolitique anglophone au Cameroun, un pays où les régions du nord-ouest et sud-ouest vivent au rythme des villes mortes, des manifestations réprimées, des revendications politiques ignorées, des incendies des bâtiments publics. Les étincelles de cette radicalisation anglophone restent vives à l'heure où l'urgence d'un dialogue politique se pose avec acuité, mais des avocats anglophones qui sont à l'origine de la contestation depuis octobre 2016 sont partagés sur l'arrêt ou non de la grogne sociale, analyse et décryptage d'une crise qui perdure depuis près d'un an avec l'invité politique Albert Zongan. Vous l'écouterez dans ce journal. Autre titre phare de ce 20h, c'est une question qui taraude l'esprit des Africains. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? L'interpellation du chef de protocole de Guillaume Soro suscite une vague de réactions en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. D'aucuns soupçonnent des batailles pour la succession du président ivoirien. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait 12 mois que la crise socio-politique anglophone perdure au Cameroun. Les régions du nord-ouest et sud-ouest vivent au rythme des villes mortes, des manifestations réprimées, également des revendications politiques ignorées, mais aussi des incendies des bâtiments publics, des écoles, l'explosion des bombes artisanales. Les étincelles de cette radicalisation restent vives à l'heure où les mesures gouvernementales sont diversement appréciées par les premiers acteurs de la crise sociopolitique anglophone. C'étaient des avocats qui avaient manifesté dans les rues de Bamenda et Boya pour demander l'amélioration du système judiciaire au Cameroun avec l'intégration de la common law, et cela est allé bien plus loin. Comment aujourd'hui perçoivent-ils cette crise sociopolitique anglophone? Ils s'expriment dans ce reportage signé Kate Diarra. Au début de la crise était la mobilisation des avocats anglophones au cours d'une manifestation organisée pour réclamer un ensemble de choses, parmi lesquelles la traduction de tous les tests juridiques du pays, manifestation violemment réprimée par les forces de sécurité dépêchées à Bamenda. Cette histoire a commencé avec des avocats qui ont écrit 3 mémorandums au ministre de la Justice qui a mis ça de côté. Et les avocats sont descendus sur la rue pour protester. On les a tabassés. Sont rentrés dans la course des enseignants et les étudiants qui eux également seront dispersés à coups de gaz lacrymogène, battus, violentés en mondovision. Les différents partis vont se réunir pour un meilleur résultat dans les revendications. C'est la naissance du consortium. Les deux organisations se retrouvent ensemble pour mettre ce qu'on peut appeler le consortium, pour négocier avec le gouvernement. Le gouvernement commence en quelque sorte ce qu'il appelle des négociations, mais plutôt les instructions qu'il envoie à ses ministres pour venir donner les instructions. Ça n'a pas marché, c'était dur. Il fallait maintenant dissoudre le consortium et arrêter tout le monde et enfermer. Une action qui aura pour effet de radicaliser les manifestants. La suite, tout le monde la connaît. Elle se résume à une année de revendications intenses, faites de villes mortes à répétition, d'une année blanche qui, quoique contestée, est bien visible sur le plan scolaire, des casses, incendies, de la répression violente, sanglante. Dans le chapitre des actions menées dans le but de résoudre la crise, il y a la traduction des tests juridiques tels que réclamés par les avocats anglophones, la création d'un département de common law à l'ENAM et à la Cour suprême, la mise sur pied d'une commission de bilinguisme et de multiculturalisme, toutes choses qualifiées d'insuffisantes par les avocats anglophones. Ça c'est une évolution mauvaise, mais c'est une évolution quand même de ce côté-là. Pour eux, on ne saurait parler de réelles avancées dans la gestion de la crise anglophone, surtout lorsqu'on a un gouvernement qui est fermé au dialogue et qui use de malice en tuant son peuple. Jusqu'à le 22 février, le 22 septembre, ce vendredi-là, le gouvernement avait toujours l'opportunité de négocier. Le 1er octobre,
s'il laissait les manifestants manifester, il avait toujours un point de sortie. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils vont aller tuer les enfants. Est-ce que le gouvernement peut faire une guerre contre ses propres peuples non armés? Les gens étaient avec les armes de paix. Il faut qu'ils descendent un peu pour rencontrer ces peuples. Il y aura de réelles avancées, disent-ils, à condition toutefois que le président de la République descende de son piédestal pour un dialogue franc, avec un appui extérieur. Il faut maintenant qu'un tiers, un médiateur, un tiers, se mêle. Et la négociation ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Parce que le gouvernement a perdu toute crédibilité avec les anglophones. Vous l'avez suivi, la réaction d'un avocat d'expression anglaise sur cette crise sociopolitique qui dure depuis plus de 12 mois. Et sur ce plateau, un invité politique, Albert Zongang. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous exprimer tout à l'heure sur le cadre de cette crise. Mais d'abord, la réaction de Berlin qui appelle et interpelle le gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre un dialogue inclusif, franc et sincère en vue de résoudre cette crise anglophone. La voix de Berlin est portée par l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Il était face à la presse à Douala. Il s'est également exprimé sur la nécessité d'une décentralisation effective pour répondre aux besoins des populations. Des précisions dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangao. Alors que les positions des uns et des autres se radicalisent, voici ce que Hans-Dieter Stell, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, pense de la crise dite anglophone. Premièrement, j'aime pas disons la notion crise anglophone, c'est plutôt la situation, puisque c'est pas nouveau, ça connaît aussi une longue histoire. C'est plutôt une crise, si vous voulez garder le mot crise, mais une crise franco-anglophone, puisque c'est pas seulement les anglophones. Il faut combiner ces deux groupes importants. Une fois on commence à avoir des conflits ouverts, qu'il y a un certain dynamisme là-dedans, et malheureusement ça mène à aussi des pertes de vie et tout ça. Il faut travailler chaque jour pour l'unité sur les deux côtés. Tombant directement sur d'éventuelles solutions à cette situation, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun pense qu'il est important d'aller au dialogue. Il faut qu'on mène un véritable dialogue, aussi un véritable dialogue transparent. On a des discussions ouvertes dans le domaine public, et ça exige aussi la transparence des actions, la transparence des décisions, des intérêts et tout ça. On connaît le problème, il faut simplement le résoudre. Hans-Dieter Stell préconise également l'application effective de la décentralisation. Le gouvernement central ne peut pas résoudre tous les problèmes. Pour ça, il faut résoudre le problème là où il surgit. Alors il faut donner une certaine responsabilité aux régions afin que les problèmes puissent être résolus là, sur place. Ça, c'est un peu la philosophie derrière la décentralisation. Pas nécessairement de fédéralisme, mais c'est un peu combiné, certainement. Pour sortir de cet échange avec la presse, le diplomate allemand a précisé qu'en tant qu'ami du Cameroun, son pays appelle de tous les vœux le retour de la sérénité dans les régions anglophones et à l'extrême nord. Après cette sortie de Berlin, nous prolongerons le débat sur la gestion de la crise anglophone et l'enjeu de l'instauration d'un dialogue politique pour sortir de cette crise avec l'invité politique Albert Zongang. Vous l'écouterez en deuxième partie de ce journal. Ils sont de plus en plus nombreux des Camerounais souffrant de dépression et confrontés à un stress permanent. L'ampleur de ces pathologies est liée à la profondeur d'un mal-être social. Vous l'ignorez peut-être, mais le chômage galopant, le sous-emploi et la crise financière exposent les Camerounais à ces maladies psychosomatiques. L'on note que la santé mentale des Camerounais est loin d'être une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Reportage Flavien Valondongo. Depuis la crise économique des années 90, ayant impacté le train de vie de l'État et par conséquent le quotidien des populations, le contexte social a vu naître de nouveaux problèmes, dont le chômage. Pour le neuropsychiatre, le chômage est un facteur de dépression mentale. Parce que les conditions ne sont pas les plus appropriées qui soient. On peut perdre le sommeil,
on peut commencer à devenir nerveux, on peut éprouver des palpitations. À la fin, ça peut entraîner jusqu'à des maladies physiques et des dépressions. Et dans la dépression, quelqu'un peut se suicider et il peut même faire du mal à un certain nombre de personnes. Bertin, comme d'autres Camerounais débrouillards, fait observer que la société fonctionne au rabais. Le difficile accès au bien-être contribue à la frustration. Toute chose qui active la dépression mentale au sein de la population. Ça peut être une sorte de folie aussi. Des fois, ne pas avoir le travail, ça lui met la pression parce qu'il ne parvient plus à surmonter ses charges dans son ménage. Il marche par le seul. Parfois, même il parle comme ça avant de se ressaisir que qu'est-ce que je dois faire. C'est une sorte de dépression. Si le thème de cette 25e édition de la journée consacrée à la santé mentale tourne autour des dangers d'un cadre de travail négatif, cela voudrait dire que le milieu professionnel est aussi teinté de facteurs de risque des maladies mentales. Parce que lorsque vous n'avez pas, le salaire n'est pas efficient ou vous n'êtes pas payé, bon, c'est aussi le bailleur qui n'est pas payé à temps. C'est aussi des enfants qui ne vont pas en manger, c'est aussi des enfants qui ne pourront pas aller à l'école, c'est aussi la famille qui va voir, qui n'aura pas le peu qu'on peut leur ajouter par rapport à un certain nombre de choses. Donc tout ça, où l'homme n'est pas intégré, où il ne se sent pas à l'aise, ça peut entraîner un certain nombre de souffrances. Le stress, la dépression mentale, qui sont entre autres des maladies mentales, touchent une bonne frange de la population camerounaise, selon des observateurs. Ceci à cause du taux de chômage élevé et surtout le difficile accès au bien-être. Dans un tel contexte où les Camerounais sont confrontés à cette dépression et un stress permanent, le gouvernement a choisi de convier un bateau médicalisé et un avion hôpital pour permettre aux Camerounais de bénéficier des soins médicaux gratuits. Cependant, l'on note que ces différentes opérations humanitaires révèlent l'échec du système de santé publique au Cameroun, c'est en tout cas la critique de la classe politique au regard des politiques de publique santé défaillantes à travers le pays. Reportage Georges Mitterrand-Dame et Sylvestre Zangaou. Mordu par la douleur de la maladie et dans l'incapacité de se soigner, faute de moyens financiers, plusieurs patients se sont rués vers le bateau hôpital dès son arrivée au Cameroun, animés par l'espoir de se soigner gratuitement. Désormais, beaucoup se réjouissent de l'arrivée d'un avion hôpital à Yaoundé pour soigner des pathologies oculaires, toujours gratuitement. Sauf que dans les deux cas, le nombre d'admis est limité. Et s'il faut se réjouir avec ceux qui vont retrouver la santé au sein du SDF, l'on affirme que c'est simplement la conséquence de l'échec du gouvernement à assurer des soins de santé à tous les Camerounais. Ça confirme que l'État n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire dans ce domaine-là, étant donné que la carte sanitaire chez nous est très blâmable. Et on constate que les médecins qui sont formés chez nous ont une propension beaucoup plus élevée, n'est-ce pas, à s'expatrier parce que les conditions de travail de nos médecins ne sont pas bonnes. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans. Il faudrait que l'État comprenne que l'action qui est menée, même si ça peut apporter quelques soulagements, c'est un aveu d'échec. C'est la preuve que les politiques publiques en matière de santé ne sont pas ce qu'elles auraient pu être. Au RDPC, le son de cloche est différent. Toute œuvre humanitaire mérite d'être saluée. On va apporter un plus à ceux qui en ont plus besoin. C'est un effort qu'il faut louer. Et moi je vais dire, pour commencer par répondre à ceux qui pensent qui sont d'avis contraire par rapport à l'acte qui a été posé par l'État du Cameroun à faire venir ce bateau et cet avion pour venir en aide à nos compatriotes. Nécessités qui sont depuis des années, qui nécessitaient beaucoup de moyens pour des évacuations, pour des opérations de haute technologie. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir ces soins gratuitement. La couverture sanitaire reste un luxe pour beaucoup de Camerounais, dans un pays où, selon l'Ordre national des médecins du Cameroun, il existe un seul médecin pour 10 000 habitants. Et l'insuffisance du plateau technique engendre des drames. Le taux de mortalité maternelle, par exemple, reste élevé, soit 700 décès pour 10 000 accouchements. Pareil pour le taux de mortalité infantile, avec 122 décès pour 1000 naissances. Sur la route de l'Ouest, l'escale de Makenene attire de moins en moins des voyageurs et des touristes, la faute à la cherté des produits, mais surtout à l'insalubrité criarde du marché. L'on note que les toilettes publiques sont délabrées dans un environnement où règnent les odeurs nauséabondes et les risques élevés de maladies hydriques. Les commerçants sont aux abois. Ces désagréments suscitent des interrogations sur l'utilisation des taxes collectées dans ce marché. Mama Soufor, Dalastana et Jean-Paul Chouniat ont mené l'enquête sur la gestion communale du marché de Makenene. Reportage. Petit marché de Makenene,
Escale réputée pour ses prunes, fruits, grillades et viande de brousse cuite à point. Dans leur assoupissement, de jour comme de nuit, les voyageurs y descendaient, croquaient un bout avant de reprendre la route. Seulement, depuis des mois, les activités tournent au ralenti à cause d'une toilette publique hors service. Les voitures viennent, ils passent seulement parce qu'il n'y a pas la place pour pisser. La toilette publique en question, la voici. Elle s'est effondrée il y a près de 9 mois, engloutissant 4 personnes, sauvées de justesse. Parmi les rescapés, un magistrat de la République, apprend-on. La psychose de cet accident traumatise les voyageurs qui n'osent plus aller à la deuxième toilette située à moins de 200 mètres d'ici. Si tu entres là, vous voyez, ça va commencer à il y a même les gens, quand tu entres là-bas, tu sois peu. Parce que ça va commencer à entrer en bas. Les gens qui s'enfuient, parce que l'autre, je vois l'eau, ça va tomber avec les gens. Transformée en magasin à marchandises, la fermeture de cette toilette a surtout engendré une insécurité inquiétante. Il y a beaucoup de vols. On a arrangé des passagers ici pour partir. Les passagers n'ont plus sorti ici dans Makeni pour manger. Faute de toilettes fiables et d'éclairage public, les voyageurs se soulagent à l'air libre, imposant odeurs nauséabondes et exposant habitants du voisinage au risque de maladie. Ceux qui peuvent s'arrêter à Makeni font des besoins partout et dans les maisons d'habitation. Et les puits infectés par les urines, il y a tellement de saleté. Et la conséquence conjuguée d'insécurité, insalubrité et obscurité. Pas mal de véhicules traversent le marché de Makenene Est comme un désert. Une fois constat fait ici, nous filons à la deuxième toilette. L'entretien des lieux laisse à désirer. Bidets et urinoirs, tout crasseux, ne fonctionnent plus depuis de longs mois pour des toilettes produisant d'importantes recettes journalières. Les toilettes là, il y a des toilettes qui font 30 000 par nuit, et parfois plus de 40 000 par nuit. Et si vous multipliez ça en un an, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, s'il y a une toilette, il y a une panne peut-être de 4 à 5 millions, d'où bien que ça va traîner tout un mois. Je crois que même le contrôle de l'État ne surveille pas les mairies. Hein. On ne devait pas en train de poser la question à un chef par rapport à une toilette publique qu'une commune gêne. Le compteur d'eau a même été enlevé pour facture impayée. Le coin se ravitaille en eau souillée de ce puits, tout près des toilettes hors service. Depuis la tombée en panne du camion Ben de la mairie, la saleté dans ce marché ne se raconte pas, elle se vit. Il n'y a que la saleté qui m'énerve. Auparavant, quand le 9 mai, on avait passé déjà au problème. Il y avait des poubelles installées partout en bordure de route. Ils ne ramassent même pas la poubelle là. Quand on dit qu'il y a la saleté, une benne de la commune se gagne. Il faut aller chez un particulier louer la benne. Alors que le particulier a un petit fond. La commune a tout un grand fond. Si la commune voit qu'il a trop de charges, il demande à l'État de diminuer certains personnels. Sur l'insalubrité, l'insécurité et l'abandon des toilettes de ce marché, nous demandons au maire la finalité des recettes collectées. Dans sa réponse, gestion municipale se confond à son parti, le RDPC. J'ai créé cette commune en 1996. J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai implanté le parti. J'ai fait vivre le parti, imposé même. Ces opposants-là n'ont pas su s'approcher au maire. Comme ils étaient dans l'EDF, ils veulent faire ça dans l'EDPC et ça ne peut pas se faire. Merci, monsieur le maire. Nous reposons la question en simplifiant le vocabulaire. Monsieur le maire, les commerçants ont dit qu'ils payent les taxes à la commune, mais le marché est toujours sale. Il n'y a pas l'eau et les toilettes. Que leur répondez-vous? On vous a dit tout à l'heure que je suis la tortue. La tortue ne marche pas vite. Elle ne vont jamais. Monsieur le maire. Je suis tenté de relever le commune. Je prends un commune à 151 millions. Je suis à 300 millions. Ça ne te dit rien. Vous connaissez seulement que les maires ont fait ceci. Vous ne connaissez pas l'avantage. Pourquoi ne pas apprécier? Sans eau courante et éclairage public, le principal poumon économique de Makenene s'essouffle. Pourtant, produisant à lui seul près de la moitié des recettes locales collectées sans reçu pour les bonnes poches de la mafia bleue, avec à la manette le super receveur municipal Guy Mathurin et Somba et l'arrogant secrétaire général Nyuchumba Jean, qui dans une assurance teintée de mépris a brandi son muscle verbal, nous traitant de mendiants journalistes venus au prétexte d'une enquête commandée au monde de quelques billets de CFA dévalués de leur chasse gardée, la commune de Makenene, bien désastreuse,
cette gestion d'un service public censé être proche de la population. Une enquête signée Mama Soufor, Dalastiana et Jean-Paul Chniat dans la commune de Makenene. L'escale internationale est une question qui inquiète de plus en plus les Africains. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? L'interpellation du chef de protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, suscite une vague de réactions. Ses proches estiment que c'est la bataille de succession pour le poste de président d'ici 2020. D'autres parlent tout simplement du respect de la loi ivoirienne. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Kamaraté Souleymane, dit Soul de Soul, ministre plénipotentiaire et directeur du protocole à l'Assemblée nationale ivoirienne, séjourne depuis le lundi 9 octobre 2017 dans les géoles de la Maca, en temps des maisons d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'on retient que sa détention est liée à l'affaire des caches d'armes retrouvées dans son domicile au plus fort de la mutinerie de Boaké cette année. L'on parle de près de 15 tonnes d'armes de guerre retrouvées dans son domicile. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Kone Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Actuellement hors du pays, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, que l'on dit en disgrâce avec le président Ouattara, a réagi apportant son soutien à son fidèle ami et surtout rappelant que ce dernier a par le passé séjourné en prison pour son soutien à Alassane Dramane Ouattara. Au Libéria, qui sera le successeur de Ellen Johnson Sirleaf? Plus de 2 millions d'électeurs ont voté pour désigner le successeur. Et parmi les 20 candidats sur la ligne de départ, 7 sortent du lot, parmi lesquels l'ancien joueur libérien très connu, George Weah, qui fait partie des candidats en lice pour la présidentielle au Libéria. Les résultats doivent être connus dans 48 heures selon la commission électorale. Notons qu'au Kenya, Raila Odinga fait monter la pression sur les autorités kenyanes. Le principal challenger du président Uhuru Kenyatta se retire de la course à la présidentielle pour contester la composition de la commission électorale. En l'état actuel, cet opposant kenyan a exigé une réforme profonde de la commission électorale dans le but de garantir la transparence et la crédibilité du prochain scrutin. Rappelons que la Cour suprême kenyane avait invalidé l'élection de Uhuru Kenyatta. En sport football, elles sont en pleine forme et enchaînent les victoires. Ce sont les Lions du volleyball qui ont battu l'Algérie 3-7-1. Après un repos mérité ce mardi, elles doivent affronter demain mercredi l'Égypte. Un match aux allures de finale pour la première place dans le groupe B dans le cadre de la compétition africaine de volleyball. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. Deux matchs, 2 victoires pour le Cameroun. Après le Botswana à la première journée, les Lions du volleyball ont battu l'Algérie 3-7-1 à l'issue de leur deuxième sortie. Tout n'a cependant pas été facile. Après avoir remporté les 2 premiers sets, le Cameroun va baisser la garde au 3e set. Trop de déchets dans le jeu. Des points concédés. Et finalement, l'Algérie se réveille et remporte le set 25-17. Blessés dans leur amour-propre, les Lions repartent à l'abordage. Elles multiplient les assauts et le 4e set est maîtrisé 25-10.
l'Algérie a joué son set. Elles ont mérité, elles ont gagné. L'essentiel, c'était qu'on se mobilise pour le prochain set. Et ce qu'on a fait, on a gagné le 4-7. On gagne le match. Et c'était le plus important, c'était la victoire. 3-7-1, c'est le score final. L'Égypte, troisième adversaire du Cameroun, est un obstacle de taille. Les deux équipes ayant remporté leurs deux premières sorties, la première place du groupe est en jeu. On va continuer à bosser et continuer à travailler sur le point fort et point faible. Donc voilà, on va se concentrer, récupérer et donner le meilleur de nous le jour J. 8 pays prennent part à la CAN de volleyball Cameroun 2017. Une compétition à double enjeu. D'une part, le titre de champion d'Afrique et d'autre part, un ticket qualificatif à la Coupe du Monde de volleyball dames. Cela fait 12 mois que la crise sociopolitique anglophone perdure au Cameroun, un pays où les régions du nord-ouest et sud-ouest vivent au rythme des villes mortes, des manifestations réprimées, des revendications politiques ignorées, mais aussi des incendies des bâtiments et écoles publiques du côté de Bamenda et de Buea. Les étincelles de la radicalisation anglophone restent vives à l'heure où il y a l'urgence d'un dialogue politique qui se pose avec acuité. Nous en parlons dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau l'invité politique du 20h, Albert Zongan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Dynamique, une formation politique au Cameroun, et vous observez cette crise dans les régions anglophones. Nous sommes en octobre 2017. Cela fait 1 an que la situation est extrêmement tendue dans ces deux régions. Avez-vous le sentiment que les mesures, la gestion gouvernementale de la crise a permis d'atténuer la situation? Je voudrais vous interdire de parler d'observer. C'est une crise qui concerne tous les Camerounais. La région anglophone n'a fait dire que tout haut ce que l'ensemble du Cameroun pense tout bas, à l'exception des extrémistes qui ont profité pour parler de sécession. La crise perdure à cause des extrémités de tous bords. Des extrémistes. Nous en avons dans le gouvernement qui prônent la guerre totale contre des gens aux mains nues. Nous en avons qui ont profité de la situation pour faire évoluer leur thèse de séparatisme, tout en sachant que ça ne peut aboutir à rien. Mais ce que je voudrais faire remarquer d'emblée, c'est que les Camerounais qui sont Camerounais sont pris en otage par ces deux extrémismes. Ceux du gouvernement qui parlent très fort et qui demandent de ne pas tolérer sont ceux qui ont en poche un passeport différent de celui du Cameroun et prêts à prendre l'avion pour aller dans un autre pays. Ceux des extrémistes qui aujourd'hui prônent la sécession ont perdu la nationalité camerounaise depuis qu'ils ont pris soit celle de l'Amérique, celle d'Allemagne ou celle d'un autre pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème concrètement selon votre analyse? C'est le problème de partage. On demande à un père de mettre les biens de la famille à la disposition de tous les enfants. Qui est le père dans ce contexte? C'est le gouvernement. Et les enfants, c'est qui? Les enfants, ce sont les Camerounais. On demande au gouvernement de gérer le Cameroun pour le bien de tous, afin que tous les Camerounais se sentent égaux dans leur pays, se sentent libres dans leur pays. Et tous les ingrédients préparant cette situation sont contenus dans la Constitution. Alors vous avez fait une Constitution où vous différenciez les Camerounais, d'autres sont autochtones, d'autres sont allogènes, d'autres sont francophones, d'autres sont... Si chaque Camerounais se levait le matin et sentait que son pays avait fait ce qu'il faut faire pour lui, pour sa vie, pour sa famille, personne ne saurait, même le village d'où est né, le chef d'où est né, son commandant de brigade ou ceci. On s'attarde sur ces choses dès qu'on se sent, on pense que autre chose a prévalu, a dépassé notre nationalité, c'est le clanisme, le tribalisme et l'ethnicisme.
Justement, Albert Zongan, des questions se posent. Au départ de la crise en octobre 2016, on a des revendications essentiellement corporatistes, avocats d'expression anglaise et enseignants anglophones. Ensuite, ces étincelles sont devenues des flammes politiques très ardentes. Comment expliquez-vous cette mutation dans la crise? Vous savez, on dit souvent que quand vous tombez, il ne faut pas chercher absolument là où vous êtes tombé, mais là où vous avez cogné le pied. Les avocats ont tort aujourd'hui de penser que la solution passe essentiellement par eux. Merci pour eux d'avoir été l'étincelle qui a déclenché l'incendie. Mais maintenant, on s'occupe de l'incendie et non de l'étincelle. Parce que l'étincelle, aujourd'hui, ils peuvent être partie prenante d'une recherche de solutions. Et l'ambassadeur allemand vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Venant de ce pays, le seul pays qui a connu un Cameroun uni, c'est l'Allemagne. La France, si on parle, on va dire qu'il parle au profit des francophones. L'Angleterre, si elle parle, il parlerait au profit peut-être des anglophones. Mais l'Allemagne a connu le Cameroun avec un Cameroun uni, et quand il parle de l'unité, je crois qu'il peut faire partie des solutions. Justement, vous parlez de solutions. On a suivi les différentes sorties de la communauté internationale, notamment les États-Unis, qui ont quelque peu critiqué le gouvernement dans la gestion de cette récente manifestation survenue le 1er octobre 2017. Comment vous percevez cette sortie de la communauté internationale des États-Unis par rapport à cette crise? Les États-Unis sont disqualifiés pour parler de ce problème, je vous dis. Et je crois que certains hommes politiques devaient aujourd'hui se regarder dans le miroir avant de parler de ce problème. La plupart, 90% de ceux qui s'agitent à l'extérieur, sont partis du Cameroun sous prétexte d'être des réfugiés politiques. Et ils sont partis avec des recommandations que les chefs de partis politiques, les directeurs des journaux leur ont données en disant que leur vie était menacée ici. Bon, moi, dans mon parti, on m'a souvent demandé cela. Je dis, comment je vais expliquer que moi, chef de parti, je suis là, je ne suis pas menacé, et mes militants sont plus menacés que moi. Donc, ces chefs ont créé ces loups qui se sont installés, ont pris une autre nationalité. Et si j'interprète bien la Constitution américaine, quand vous prenez la nationalité américaine, vous perdez toute autre nationalité. Alors, je ne comprends pas que l'Amérique laisse ceux qui ont pris sa nationalité se constituer en citoyens d'une partie du Cameroun. Ça ne s'explique pas. Bon, ça c'est un petit problème. Le gouvernement s'est focalisé sur ces gens que j'appelle des extrémistes. Le véritable problème, c'est le vivre ensemble. Et comment peut-on vivre ensemble aujourd'hui avec des faucons qu'on a au gouvernement, avec des gens qui ne demandent qu'à se protéger? Alors justement, c'est l'attitude du gouvernement face aux populations qui sortent dans la rue pour décrier des problèmes socio-économiques, qui estiment être marginalisés au quotidien, qui ont le sentiment que la redistribution des richesses est loin d'être acquise, notamment dans ces deux régions du nord-ouest et sud-ouest. Comment vous analysez l'attitude du gouvernement depuis le début de la crise? C'est un gourmand qui protège son gros plat de nourriture. Quand on dit de décentraliser, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le gros budget que ces gens manipulent la volonté à Yaoundé tout en prenant la grosse quantité qui leur revient à eux et à leur famille, sera distribué dans les régions ou même dans les départements. Et ils n'auront plus la possibilité de voler, de disposer des biens de la richesse du pays pour eux tout seuls. C'est pour ça qu'ils sont réticents à entendre le mot régionalisation. On peut mettre dans la régionalisation tout ce qu'on veut, fédéralisme, on peut appeler comme on veut, mais les gens veulent profiter aussi des revenus de leur pays pour savoir qu'ils sont aussi Camerounais au même titre que ceux qui sont à Yaoundé. Alors justement, Albert Zongan, il y a cet appel incessant au dialogue, mais du côté du gouvernement, aucun signal qui montre la mise en place d'un dialogue. Qu'est-ce qui fait problème? Mais je veux vous parler de la Bible. L'Évangile, il y a 2 jours, parlait de ce monsieur qui avait convoqué des gens qui lui devaient de l'argent. Il y a un qui lui devait beaucoup d'argent. Il lui a dit, paye-moi ta dette. Il s'est mis à genoux. Il a dit, mon chef, mon patron, je n'ai rien, mais donnez-moi un peu de temps et je vous paierai. Il s'agissait de plusieurs centaines de millions. Il lui a dit, bon, va, vraiment, débrouille-toi et paye.
Mais quand celui-là est sorti, il a rencontré quelqu'un qui lui devait 2 francs. Il a tellement battu, il a fait jeter en prison. Donc quand le patron qui lui avait pardonné a appris que lui-même ne pardonne pas, il s'est fâché. Je prends cet exemple pour parler d'un cas comme celui de M. Chiroma, qui prône l'intolérance, le non-pardon. Vous savez que la plus grosse faute qu'on peut commettre dans un pays, c'est prendre les armes contre les institutions. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous souffrons des méfaits de la tentative de coup d'État de 84. C'est ça qui a radicalisé les gens. Et M. Issa Chiroma faisait partie de ceux qu'on a présentés comme les auteurs de ce coup d'État. On l'a pardonné. On lui a même permis de devenir ministre. Mais lui, il dit aujourd'hui, si tu dis que tu es séparatiste, il faut qu'on te tue, qu'on ne parle pas avec toi. Je crois que c'est l'intolérance. C'est cette intolérance, ce refus mutuel de se reconnaître tout simplement fils de ce pays, qui fait que ceux de Yaoundé pensent qu'avec les armes, on peut gagner. Mais les armes n'ont jamais gagné contre un peuple. Alors justement, dans cette radicalisation des différents camps, il y a une sortie assez inattendue, celle de Maître Akeremouna, qui estime qu'il faut une nouvelle république pour mettre fin à ces velléités, que ce soit du côté des anglophones ou alors du gouvernement, une nouvelle république qu'il compte incarner. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, disons que Maître Akere, j'ai beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, il m'avait fait part de ses intentions avant de les rendre publiques. Mais une candidature à l'élection présidentielle, vous pensez que c'est la solution? Quand on parle de dialogue, on n'a pas parlé de monologue. Quand il dit qu'il sera candidat pour tout faire, avec qui? Non, le dialogue aujourd'hui consiste à faire en sorte que nous nous regardions en face sans qu'il y ait crainte, sans qu'il y ait suspicion. Et aujourd'hui, vous connaissez dans des périodes comme ceci, vous aurez beaucoup de candidats. Et moi, je suis un ancien candidat, je suis un ancien du RDPC, un ancien du gouvernement. Dans les candidatures, il faut lire beaucoup de choses. Lesquelles? Certains posent la candidature pour tirer avantage d'une situation. Ils se disent que, bon, il faut que je profite de cette situation. Certains posent leur candidature parce qu'ils se disent, je me sens en danger en me déclarant candidat. Si quelque chose m'arrive, bon, je voudrais rappeler à ceux qui sont dans cette situation que ça n'avait pas protégé Ezoa, que malgré le fait qu'il se soit porté candidat, il est quand même allé en prison. Non, soyons sérieux. L'heure est aujourd'hui à la recherche d'un minimum. Et le minimum aujourd'hui, c'est trouver des gens capables de s'asseoir pour dire que bon, on part comment? Comment fait-on pour nous assurer qu'on peut élire? Et à ce moment-là, on aura des candidats, qu'on peut élire des gens capables de transformer notre pays. Mais quels seront les contours de ce dialogue, alors qu'il y a eu une première plateforme qui avait été initiée entre novembre et décembre 2016, entre certains membres du gouvernement et des acteurs de la crise? Et aujourd'hui, qui va dialoguer? Non, il ne faut pas que l'État se trompe. Ce qui s'est passé à Bamenda a prouvé à l'État qu'on ne décrète pas, on ne nomme pas des élites. Chaque région, chaque pays a ses élites sur leur mérite, sur leur capacité, sur leur intelligence. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous dites, bon, j'appelle tel, venez, on va faire le dialogue. Non, il faut des gens. Si on demandait, par exemple, au cardinal Toumi aujourd'hui d'organiser quelque chose, il serait capable d'appeler les gens, de recueillir les premières informations. Pour vous, il est le meilleur médiateur pour une telle crise? C'est le meilleur médiateur. Il n'y en a pas deux qui puisse appeler, et dans la zone anglaise, et dans la zone française, et à l'extérieur, et à l'intérieur, sans qu'il y ait de suspicion. Mais tous ceux qui s'empressent à dire « je suis candidat », il faut qu'ils sachent qu'un renversement par les urnes est impossible au Cameroun. Pour quelle raison? Parce que c'est verrouillé. Tout est mis en place pour que les élections, et je pense que le gouvernement suscite même les gens pour qu'ils disent élection, et qu'on oublie le problème. Parce que si maintenant on se prépare aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Chaque candidat va venir faire son cinéma, on va le suivre, et on oubliera qu'il y a eu le problème anglophone, on oubliera qu'il y a un problème camerounais de vivre ensemble. Et le gouvernement pense toujours qu'il est trop malin. Comment voulez-vous? Quand il a voulu mettre des gens, a-t-il dit, pour le bilinguisme, pour le vivre ensemble, il a choisi Moussongué. Mais Moussongué, c'est celui-là qui a déclaré que les deux Cameroun anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest, n'avaient rien à voir ensemble.
Comment quelqu'un qui est séparatiste, vous lui donnez la charge d'unir? Non, le gouvernement fait tout pour repousser, parce qu'ils se disent, en cas de pourrissement, le peuple se fatiguera. Mais alors justement, dialogue politique, dialogue social, quelle forme doit revêtir cette plateforme pour sortir de la crise? Je voudrais que vous enleviez cette histoire de politique ou de société. C'est un dialogue pour le mieux, pour le vivre, pour le bien vivre. Et ça concerne tous les Camerounais. Mais comme on ne peut pas nous appeler tous dans une salle, j'ai donné un nom, on peut en trouver d'autres. Parce que si on met à côté les extrêmes, c'est-à-dire tous ces faucons du gouvernement, si on doit faire quelque chose, qu'ils ne soient pas là. Tous les faucons sécessionnistes qui profitent des situations pour... Bon, dans tous les pays, il y a toujours des gens qui ont des velléités sécessionnistes, mais ça ne veut pas dire que le pays n'avance pas. Vous connaissez le cas de l'Espagne. Avec Barcelone, la Catalogne. Ils devaient proclamer leur indépendance ce soir, mais ils ont biaisé. Il a dit, bon, on est indépendant, mais les effets de l'indépendance viendront prochainement. Parce que ce n'est pas facile. Justement, dans cette situation, le chef de l'État qui est absent depuis plusieurs jours, comment doit-on faire? La crise s'enlise, les positions se radicalisent et personne n'ose dire quand doit débuter ce fameux dialogue. Qu'est-ce que vous proposez en quelques mots? Pour le moment, le chef de l'État, c'est celui qui est le patron des institutions. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit sortir de l'enfermement de la prison où ces faucons l'ont mis et maintenant parler aux Camerounais. On l'écoutera parce qu'il n'y a pas de situation permanente sans médicaments. Merci Albert Zongan, invité politique du 20h, président de la dynamique des publi-reportages. Avant la fin de ce journal, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui célèbre la 23e édition de la fête des lauréats. Ils étaient environ 3700 récipiendaires des parchemins de leur diplôme. C'était lors d'une cérémonie riche en sons et en couleurs à Douala. Reportage. Parés de leur plus belle toge, souriants, confiants et surtout fiers d'être les stars du jour, les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, dans un décor féerique et devant les personnalités de divers ordres, reçoivent leur parchemin. Ils sont au total 3700 lauréats venus de divers pays africains tels que le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et en grande majorité du Cameroun. Je me sens très bien. Aujourd'hui, je suis très fière. Je suis major de ma promotion, interne de laboratoire et vice-major national. Et j'invite tous ceux qui veulent faire dans la santé, et plus précisément dans le laboratoire, de fréquenter à EEG parce qu'à ISA, on a les meilleurs enseignants, on a le meilleur laboratoire, il y a tout le matériel disponible. Et je vais dire vraiment, la formation là-bas est de qualité. I'm so grateful for my school, EEG, for the great opportunity and the formation, everything. I'm so proud of my school and thank you. I'm counting on everybody who wants to come to EEG. It's a great school, it's a great experience. Le président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui préside la cérémonie, exprime son entière satisfaction et annonce de nouveaux challenges. 5 nouvelles spécialités auront le jour dans les filières finales. Génie informatique, la spécialité génie logiciel. Dans la filière réseau et télécommunications, la spécialité télécommunications, réseau et sécurité aura le jour. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est un centre de formation professionnelle par excellence, doté d'infrastructures de pointe et d'un corps enseignant qualifié. Illustration parfaite avec les spécialités suivantes qui ont obtenu un taux de réussite de 100% au cours de l'année académique 2016-2017. Il s'agit des filières kinésithérapie, techniques de laboratoire, soins infirmiers. Merci l'UIG. Vous êtes un établissement à féliciter. Majors nationaux, marketing, commerce, et Meyende Kamia Céline. Des primes spéciales d'une valeur de 350 000 francs CFA ont été remises aux majors et vice-majors nationaux 2017. Merci à tout le staff encadré de EEG pour la formation et tous les efforts qu'ils fournissent pour donner aux jeunes une formation de qualité. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée regroupe 3 grandes écoles de formation basées dans le même campus à Bassa Douala.
L'Institut universitaire du Golfe de Guinée forme en BTS, HND, DCEP entre autres. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, le chemin de l'excellence depuis 1993. En prélude à la journée internationale de la femme rurale, celle du département d'Undé viennent de recevoir un don de la part d'une élite de cette localité. Elles pourront célébrer cette fête, journée internationale de la femme, du côté du département du Ndé, qui se prépare déjà de façon active. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. En prélude à la 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale, qui se célèbre dimanche prochain, les 4 réseaux des associations féminines que compte le département du Ndé, à l'ouest du Cameroun, se sont vus dotés de pagnes. L'initiative est d'une brave élite du Ndé, M. Zouandjo Yota Eugène, qui a bien voulu pour cette édition encourager la gente féminine. Le département du Ndé de 200 pagnes pour les femmes, dont 100 pagnes pour l'arrondissement de Bassamba. À Bassamba, où le donateur s'est tout d'abord rendu, c'est le maître des lieux, M. Moutapeme Pofura Mamouda, sous-préfet du coin, qui a tenu à saluer ce geste à l'endroit des femmes. De Bassamba, en boîte de pas, et nous viennent en appui, parce que sans vous, l'élite, le sous-préfet ne veut pas grand-chose. Je vous remercie. Il y a noté que c'est Bassamba qui a été choisi pour abriter dimanche prochain cette 22e édition de la journée mondiale de la femme rurale. Monsieur le sous-préfet, c'est dans cette salle qu'on vous a communiqué le nom des élites de Bassamba. Voici la première élite qui commence à faire un geste honorable. Le père Sénat est en train de mettre le paquet pour que le Sénat, quand le Sénat arrive, Bassamba soit dans la joie. Je crois que ce même jour, les femmes qui n'auront pas la tenue de Sénat vont porter cette tenue que leur fils leur apporte avec beaucoup de joie. À cette première étape, les femmes de l'arrondissement de Bassamba ont tenu à exprimer la joie qui les habite. Très content, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il accorde longue vie à notre promoteur et qu'il donne encore beaucoup de succès. Pour les 3 autres arrondissements que compte le département du Ndé, à savoir Bazou, Tonga et Banganté, c'est la salle de conférence de la préfecture qui a servi de cadre à cette deuxième étape, et tout ceci sous l'œil vigilant de M. Oumarou Aman Wabi, préfet du département du Ndé. Ici, comme Bassamba, on tient le même langage envers le donateur. Ça nous encourage. Et que Dieu nous donne grâce que prochainement il donne pour personne. Vraiment, ces jours nous serons belles, ça nous encourage. Grand merci. Il est à rappeler que M. Zouandjo Yota Eugène, ce banquier homme d'affaires, n'a jamais lésigné sous aucun moyen, chaque fois qu'il est sollicité, dans le seul et unique but de contribuer à sa manière au développement de son département d'origine. C'est dans ce cadre que j'ai estimé que les femmes du département qui vont se rendre à Bassamba le 15 octobre doivent être belles, doivent être habillées. Donc j'ai pris l'initiative de les doter d'un pagne de bonne qualité pour qu'elles soient en tenue uniforme ce jour-là et que la fête soit rayonnante. C'est certainement pour son combat en faveur d'un Cameroun émergent qu'il recevait encore à Yaoundé l'année dernière une distinction honorifique au cours d'une cérémonie bouclée par une soirée de gala à laquelle prenaient part de nombreux artistes et musiciens à l'instar d'Ama Pierrot. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, des femmes s'expriment sur les problématiques qui les concernent. C'est dans le cadre de Paroles de femmes, émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.